Nous allons donc maintenant essayer de voir pourquoi ce théorème est vrai. Nous allons donc présenter les principales idées qui proviennent de la théorie de Morse. Reprenons notre surface S et donnons-nous une fonction à valeur réelle, un peu quelconque, sur cette surface S. Alors cette fonction f, elle a toutes les chances d'être une fonction de Morse, c'est-à-dire une fonction qui n'admet qu'un nombre fini de points critiques non dégénérés. Si on se donne une métrique riemannienne auxiliaire sur notre surface S, cela signifie qu'il existe un nombre fini de points où la différentielle de f s'annule, et au voisinage de chacun de ces points, on peut trouver des coordonnées réelles u et v, telles que, localement au voisinage de chacun de ces points, donc, la fonction f s'écrive de la façon suivante. F va être égal à quelque chose de la forme U2 plus V2 plus une certaine constante, ou alors U2 moins V2 plus une certaine constante, ou alors moins U2 moins V2 plus une certaine constante. Dans le premier cas, nous dirons que le point critique est d'indice 0, car il y a 0 signe moins dans la formule. Dans le deuxième cas, nous dirons que le point critique est d'indice 1. On lit un signe moins dans la formule. Et dans le dernier cas, nous dirons que le point critique non dégénéré est d'indice 2, car il y a 2 signes moins dans la formule. Voyons à présent un exemple. Prenons donc une surface typique dans R3. Et prenons donc la fonction f donnée par l'altitude, si on veut, au niveau de cette surface. Alors, il y a un certain nombre de points critiques non dégénérés. Eh bien, on va les indiquer, et puis on va les indiquer avec leur indice. Donc, les points critiques d'indice 0 correspondent en fait à des minima locaux de la fonction. Les points critiques d'indice 2 correspondent, eux, à des maxima locaux de la fonction. Et enfin, les points critiques d'indice 1 correspondent à des points sel, comme on peut voir ici ou là. Pour chaque réel t, nous allons noter S indice t, le sous-niveau de la fonction f, c'est-à-dire l'ensemble des points x sur la surface S, tel que f de x est inférieur ou égal à t. Nous avons vu que f admet un nombre fini de points critiques et donc un nombre fini de valeurs critiques. Les valeurs critiques sont tout simplement les images par f des points critiques. Ça ne coûte pas bien cher de supposer également que les valeurs critiques de f sont toutes distinctes, c'est-à-dire qu'étant donné une valeur critique de f, il lui correspond un unique point critique. Si notre réel t n'est pas une valeur critique, alors S indice t est une surface à bord. Dont le bord, sur notre dessin, est ici formé de deux composantes connexes, deux cercles. Considérons désormais T1 et T2, deux nombres réels, disons T1 strictement inférieur à T2, et supposons que le segment T1, T2 ne contient aucune valeur critique de la fonction f. Alors, je dis que les surfaces à bord ST1 et ST2 sont difféomorphes. Pourquoi ça? Comment voir ça? Eh bien, il suffit simplement de pousser ST1 vers ST2
en suivant le champ de vecteur gradient de f, le champ de vecteur donné par la fonction f. Considérons désormais t une valeur critique. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser la différence entre grand S indice t moins epsilon et grand S indice t plus epsilon pour un epsilon strictement positif, supposément très petit. Le point clé, c'est que l'analyse qu'on va faire va être localisée au voisinage du point critique P et que le changement au niveau de la surface va dépendre de l'indice de ce point critique et suivre l'un des trois modèles suivants. Commençons par un point critique d'indice 0. Eh bien, dans ce cas, les surfaces grand S indice t plus ou moins epsilon correspondent aux ensembles U2 plus V2 inférieur ou égal à plus ou moins epsilon. Alors dans le cas t moins epsilon, eh bien, on obtient l'ensemble vide, et dans le cas t plus epsilon, on obtient un disque. Conclusion, au voisinage d'un point critique d'indice 0, on passe du sous-niveau t indice moins epsilon au niveau t plus epsilon en rajoutant un disque comme une nouvelle composante connexe à notre surface. Voyons maintenant ce qui se passe pour un point critique d'indice 2. Eh bien, c'est le contraire. On va passer cette fois du sous-niveau t moins epsilon au niveau t plus epsilon en rajoutant un disque qui va venir coiffer une composante connexe du niveau t moins epsilon. Il nous reste donc maintenant à voir ce qui se passe au niveau d'un point critique d'indice 1. Il s'agit donc de regarder l'ensemble des U2 moins V2 qui est inférieur ou égal à plus ou moins epsilon. Alors le dessin, si on veut, va être ainsi. Je dessine ainsi les droites U égale V et U égale moins V. Et je me donne un voisinage epsilon de ces droites pour obtenir la figure suivante. Du coup, en réfléchissant un petit peu, on s'aperçoit qu'on va passer du niveau t moins epsilon au niveau t plus epsilon en recollant une bande le long d'une composante ou de plusieurs composantes de bord. Voici donc une stratégie pour prouver notre théorème de classification des surfaces. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va en fait prouver un théorème un petit peu plus général, puisqu'on va s'intéresser à des surfaces pas forcément connexes, mais surtout qui admettent des composantes de bord. Et le cas particulier des surfaces sans bord sera un cas particulier de ce théorème un petit peu plus général qu'on va démontrer. Donc pour cela, prenons quelques notations. On va noter sigma indice G, virgule R. Eh bien, sigma indice G, moins un certain nombre de disques, précisément petit r disque. Je vous rappelle que sigma indice G désigne la somme connexe de G tor, avec G un antinaturel, et lorsque G égale à 0, nous avons convenu que sigma indice 0 était la sphère S2, et R disque, c'est-à-dire qu'on enlève à notre surface sigma indice G R disque disjoint. De la même façon, on va noter xi indice H R, xi indice H, moins R disque disjoint, où xi indice H, nous avions convenu que c'était la somme connexe de H plan projectif réel. Donc allons-y, vérifions cela.
Tout d'abord, il y a les points critiques d'indice 0. Nous l'avons vu, passer un point critique d'indice 0, cela revient à ajouter un disque comme une nouvelle composante connexe. Mais un disque, c'est ni plus ni moins que sigma indice 0,1, n'est-ce pas? Puisque sigma 0, ça correspond à la sphère S2, et si vous retranchez à la sphère S2 un disque, eh bien le résultat, c'est encore un disque. D'accord? Donc il n'y a aucune difficulté pour les points critiques d'indice 0. Mais de même, pour les points critiques d'indice 2, il n'y a pas de difficulté non plus, puisque passer un point critique d'indice 2, c'est rajouter un disque à une composante de bord. Donc qu'est-ce qui se passe? Si vous partez de sigma g indice R et que vous passez un point critique d'indice 2, vous allez vous retrouver avec la surface sigma g indice R-1. Et de même pour xi, si vous partez de xi HR, vous allez vous retrouver avec la surface xi H R-1. Donc, il nous reste à vérifier le cas le plus difficile, c'est-à-dire le passage d'un point critique d'indice 1. Alors allons-y. Premier cas, notre bande a ses extrémités qui appartiennent à deux composantes connexes distinctes de notre surface. Disons grand A et grand B. Mais grand A, on peut également l'écrire grand A' moins un disque pour une autre surface grand A'. Et également, grand B, c'est une surface grand B' privée d'un disque. Et on attache donc cette bande de la composante de bord du disque de A' sur la composante de bord du disque de B'. Eh bien, il n'est pas difficile de voir que ce qu'on fait, c'est tout simplement la somme connexe de A' et de B' à laquelle on retire un disque. Passons maintenant au deuxième cas, lorsqu'on attache notre bande à la même composante connexe de la surface, et plus précisément même à la même composante de bord. Le premier sous-cas, c'est lorsqu'on ne twiste pas la bande. Alors si on appelle grand A notre composante connexe, on peut également écrire grand A sous la forme grand A' moins un disque. Alors il n'est pas difficile de voir qu'une fois qu'on a attaché notre bande au bord de ce disque, sans twister, eh bien on obtient tout simplement grand A' privé de deux disques. Mais par contre, si lorsqu'on attache notre bande, on fait un twist, eh bien ce qu'on obtient, bien entendu, c'est grand A', somme connexe avec un plan projectif réel privé d'un disque. Il nous reste un dernier cas à voir, le plus subtil. C'est lorsque l'on attache notre bande à deux composantes de bord distinctes de la même composante connexe de notre surface. Alors là encore, on peut faire un twist ou ne pas faire de twist. Mais qu'est-ce que ça veut dire précisément? Eh bien, donnons-nous un chemin dans notre composante connexe grand A qui relie les deux composantes de bord que nous considérons de grand A. Alors maintenant, quand on attache notre bande à nos deux composantes de bord distinctes, eh bien on peut décider, on peut facilement voir si cette bande attachée suivie du chemin qu'on s'est donné dans grand A forme une bande de Mobius ou pas. Si ça forme une bande de Mobius, eh bien on dira qu'on a fait un twist, et si ça ne forme pas de bande de Mobius, eh bien on dira qu'on n'a pas twisté la bande lorsqu'on l'a attachée. Si l'on continue d'appeler comme tout à l'heure grand A moins un disque, eh bien dans le cas non twisté, ce qu'on obtient en fait, c'est tout simplement la somme connexe de grand A' avec un tore moins un disque. Et dans le cas où on a twisté, eh bien on obtient
la somme connexe de grand A' avec une bouteille de Klein privée d'un disque. Mais nous l'avons déjà vu, la bouteille de Klein, c'est ni plus ni moins que la somme connexe de deux plans projectifs réels. Voilà, on a donc démontré quelque chose, mais pas tout à fait le résultat qu'on voulait. Plus précisément, on a montré que si on a une surface connexe, alors elle est équivalente à la somme connexe d'un certain sigma indice G et d'un certain xi indice H pour des G et H bien choisis. Et pourquoi ça? Parce qu'on a vu que la réunion disjointe des sommes connexes de sigma indice G, de xi indice H privées d'un certain nombre de disques était stable, cette famille-là était stable quand on lui faisait subir l'une des trois opérations qui correspondent au point critique d'indice 0, 1 ou 2. Pour terminer la preuve de notre théorème de classification des surfaces, il nous reste donc à démontrer le lemme suivant. La somme connexe d'un tor et d'un plan projectif réel est équivalente à la somme connexe de la bouteille de Klein et d'un plan projectif réel. Bouteille de Klein que nous savons déjà, elle, équivalente à deux plans projectifs réels. Une fois ce lemme démontré, nous aurons gagné. Pourquoi? Parce que sigma indice G, somme connexe avec xi indice H, si H est plus grand que 1, se retrouvera équivalent à un certain xi indice H plus 2G. Voyons désormais une preuve de notre lemme. Le plan projectif réel privé d'un disque, nous l'avons déjà vu, c'est un disque auquel on a ajouté une bande de papier avec un twist. Quant au tor T2 privé d'un disque, nous l'avons vu, c'est un disque avec deux bandes de papier qui se chevauchent comme sur la figure suivante. Mais alors, la somme connexe d'un tor T2 et du plan projectif réel privé d'un disque, eh bien, c'est la figure suivante où on a un disque avec une bande de papier twistée et un peu plus loin, deux bandes de papier qui, elles, se chevauchent. De la même façon, la bouteille de Klein privée d'un disque, c'est tout simplement un disque avec deux bandes de papier qui se chevauchent, mais attention, il faut rajouter un twist sur l'une des deux bandes de papier. Et du coup, la bouteille de Klein, somme connexe avec un plan projectif réel privé d'un disque, c'est donc un disque avec une bande de papier twistée et deux bandes de papier qui se chevauchent, dont l'une d'entre elles est twistée. Il nous reste donc à voir la chose suivante. D'un côté, un disque avec une bande de papier twistée et deux bandes de papier qui se chevauchent, qui est équivalente à un disque avec une bande de papier twistée et deux bandes de papier qui se chevauchent, dont l'une d'entre elles est également twistée. Regardez l'animation suivante. Les bandes de papier se déplacent et on voit progressivement qu'on passe du premier disque au deuxième disque.